Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 12h30 et comme prévu, aujourd'hui à 12h30, j'ai une invitée spéciale qui s'appelle Angélique Brulé et qui est coach nutritionniste. Et aujourd'hui, elle va nous parler du poids et des émotions. Donc, je vais l'accueillir dans le live. Hop. Bonjour Anne. Et donc, pour les personnes qui sont connectées, ce sera l'occasion de poser toutes vos questions à Angélique. Coucou, Bonjour c'est Maëlle, magnifique quand ça fonctionne. Comment vas-tu? c'est top, ça va très bien, merci et toi? Oui, bah écoute, super. Je suis vraiment contente de t'accueillir pour la première fois dans ce groupe. Comme je te disais, il y a des personnes qui viennent en live et il y a aussi beaucoup de personnes qui regardent en replay. Donc, on verra qui est là. Il y a Océanie, il y a Fabrice et on verra pour la suite. J'ai simplement dit que tu étais coach nutritionniste, mais bien sûr que tu fais plein d'autres choses. Si tu veux te présenter brièvement. Bien sûr, donc je m'appelle Angélique, j'ai 30 ans, je suis maman d'une petite fille de 9 ans et je forme une famille recomposée avec mon conjoint avec 3 enfants. Effectivement, donc moi je suis passionnée de nutrition depuis maintenant 10 ans suite à des troubles du comportement alimentaire que j'ai eu étant adolescente. J'ai décidé de me prendre en main et donc de travailler sur moi, de comprendre d'où venait ce fait de manger mes émotions justement, dont on va parler après. Donc, je me suis reprise tout simplement en main au niveau du développement personnel où j'ai fait un très gros travail et sur la nutrition où je me suis rendu compte effectivement qu'à vouloir faire des régimes tout le temps, si tu veux, j'avais des carences, mon corps avait des carences clairement et ça me poussait de manière compulsive à manger. Donc, j'ai étudié vraiment tout ça en long, en large, en travers, en faisant des formations, en lisant des livres, en assistant à des séminaires. Et du coup, j'ai passé une certification de nutritionniste l'année dernière pour pouvoir vraiment pleinement exercer et donc apporter ma contribution pour l'éducation nutritionnelle parce que c'est malheureusement quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Et je vois tellement d'enfants ou tellement d'adultes qui ont des problématiques à ce niveau-là que vraiment j'ai à cœur de les aider. Donc voilà pour ma petite présentation. J'aime bien ton expression éducation nutritionnelle. Je crois que je vais la récupérer parce que c'est quelque chose que je fais depuis très très longtemps. C'est vraiment éduquer les gens par rapport à la nutrition. Il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs. Maintenant, on pourra un jour faire un live là-dessus. Mais donc ici, on va plutôt parler des émotions en général et de leur influence sur la manière de manger. Donc, je suis vraiment curieuse de t'entendre par rapport à ça. Bien sûr, bah, du coup, j'en suis une preuve vivante hein, que les émotions impactent directement l'alimentation. Il faut savoir qu'en fait, quand on a des émotions positives, quand on est amoureux, par exemple, quand on se sent joyeux, on n'a pas cette sensation de faim comme on pourrait avoir quand on se sent frustré, quand on se sent agacé, déçu de soi, en manque de confiance. On voit qu'il y a des contradictions à ce niveau-là parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout se passe entre nos deux oreilles et donc l'émotionnel impacte vraiment directement la façon dont on va se comporter et donc la façon dont on va s'alimenter, clairement. Donc il y a le côté émotion positive où là tu vas te rendre compte que tu vas peut-être un petit peu moins manger ou tout simplement tu vas te sentir plus serein face à ton alimentation. Donc du coup, tu vas pas avoir cet impact de prise de poids parce que tu vas pas t'alimenter n'importe comment, déjà d'une. Et puis de deux, tu te sens tellement bien dans ta tête que du coup, tout le reste y suit. Ça, faut vraiment le savoir. Il y a d'ailleurs des personnes qui ont des blocages émotionnels et qui ont beau faire tous les régimes qu'elles veulent, elles n'arrivent pas à perdre du poids. Et c'est tout simplement à cause de ça, en fait. C'est parce que c'est l'émotionnel qui est bloqué. Et quand ton émotionnel est bloqué, quoi qu'il advienne, tu auras beau restreindre ton nombre de calories dans ton corps, tu peux ne pas perdre de poids. Il y a des personnes qui se sentent mais tellement frustrées par rapport à ça parce qu'elles n'ont pas connaissance de ça. Elles n'ont pas compris que c'était l'émotionnel qu'il fallait débloquer. Et vraiment, il y a un travail personnel à faire là-dessus pour pouvoir comprendre ces émotions, d'où elles viennent, et donc pour pouvoir les guérir tout simplement. Et là, une fois que ces émotions, elles sont désancrées, désactivées, la perte de poids se fait naturellement. J'ai une question pour toi, puisque ce n'est pas ma problématique, donc je ne la connais pas. Quand on n'est pas bien au niveau émotionnel, on est attiré par quoi? Du gras, du sucré, on mange trop, mal? Alors en fait, pour ceux qui connaîtraient ou qui ne connaîtraient pas, je vais en parler. Lise Bourbeau, elle a fait un super livre sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc on a la blessure de rejet, de trahison, d'abandon, on a toutes ces blessures-là.
Et en fait, en fonction du type de blessure qu'on peut avoir, on va avoir des comportements différents avec l'alimentation. Après, il faut savoir que toutes les émotions négatives, elles regroupent qu'un seul manque, c'est la peur de ne pas être assez et donc le manque d'amour qu'on peut avoir. Toutes les émotions sont liées à ça, à la peur de ne pas être aimé. Vraiment, il faut le savoir, la peur majeure, c'est ça, c'est la peur de ne pas être aimé. Mais en fonction des blessures qu'on va avoir subies dans son enfance et qu'on continue à traîner étant adulte, on va vraiment avoir des types de compulsions différentes sur l'alimentation. Moi, je sais que j'étais vraiment dans cette blessure de rejet, par exemple. J'étais quelqu'un qui était très attiré par les produits sucrés. Donc, en général, les personnes voilà, qui se sentent rejetées ou mal aimées vont vraiment se ruer sur du sucre, sur tout ce qui va être chocolat, confiserie, gâteau, toutes ces choses-là. Et tu peux avoir une autre personne qui va avoir un autre type de blessure, qui elle va plus être quelqu'un qui va se jeter par exemple sur les assaisonnements, le sel, les épices, sans forcément goûter ses plats. Donc il y a vraiment, en fonction des types d'émotions que tu ressens, tu vas vraiment avoir des comportements alimentaires différents. Il faut savoir aussi que tu as les maux du corps qui sont là très souvent quand tu as des émotions négatives en fonction desquelles tu ressens. Tu vas avoir des organes qui vont pas être bien. Tu peux avoir des problèmes au niveau de la rate, au niveau de ton système digestif. Tu peux avoir au niveau de ton cœur aussi, tout simplement. Et en fait, chaque organe, quand il te donne un signal d'alerte, il y a une émotion sous-jacente. Il faut le savoir. Donc, il y a des personnes qui ont des problèmes de digestion, par exemple, et qui vont se rendre compte que c'est tout simplement le deuxième cerveau qui est là, parce qu'il faut le savoir, hein, le système digestif, c'est vraiment le deuxième cerveau. Et quand ça va mal, le système digestif, il empathie. Et donc, voilà, c'était pour vraiment faire ce petit lien entre les organes vitaux et les émotions, et savoir que en fonction du type de blessure que tu vas avoir, mais ça nécessite quand même un certain travail sur soi, un certain développement personnel, un cheminement à faire, où tu vas comprendre les blessures qui sont là et donc tu vas comprendre pourquoi tu as telle ou telle façon de t'alimenter. Il y a même des personnes qui vont jusqu'à se sous-alimenter justement parce qu'il y a des émotions encore sous-jacentes qui sont là. Donc en fait, il n'y a pas un type d'alimentation possible, il y a vraiment un panel très large parce qu'il y a des émotions vraiment très larges qui peuvent être rencontrées par ces personnes. Et j'allais justement te poser la question, et tu viens de l'aborder. Donc, on peut très bien avoir de la boulimie, comme on peut avoir de l'anorexie, ou peut-être même un mélange des deux. Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir justement, c'est que les blessures qu'on ressent, c'est par rapport à nos parents. Très souvent, c'est lié à nos parents du même sexe. Quand on est enfant, on vit un certain type de blessure. Et en fonction de ce type de blessure, si c'est justement avec le parent du même sexe, il y a de grandes chances qu'on soit sur de l'anorexie, alors que quand c'est le parent du sexe opposé, c'est très souvent de la boulimie au contraire, pour justement combler ce besoin d'amour qu'on a qui n'est pas là, qu'on ne ressent pas. On va avoir tendance à se remplir. Alors que quand c'est une situation conflictuelle avec la personne du même sexe, très souvent, donc les femmes avec leur maman, on va plus être dans de l'anorexie, tout simplement parce qu'on a tellement, il y a tellement une, comment je pourrais dire, une frustration au niveau de cette relation qu'on va préférer se priver pour se punir encore plus de cette relation qui est toxique parfois. Donc vraiment, effectivement, il peut y avoir les deux types, soit anorexie, soit boulimie, mais il y a des fois, on peut passer de l'un à l'autre en fonction de l'émotion qu'on ressent. Il y a des personnes qui vont être anorexiques, qui vont pouvoir faire des crises de boulimie, tout à la fois des personnes boulimiques qui vont pouvoir faire des crises d'anorexie. Moi, ça m'arrivait, par exemple, j'étais plus dans de la boulimie, mais parfois, tellement je me sentais mal, tellement il y avait des émotions qui étaient négatives, je me privais parce que j'avais quelque part cette envie de me punir, de ne pas réussir à avoir une relation saine avec mon parent en question. Et donc, je passais de l'un à l'autre. Les deux sont possibles, vraiment, il faut le savoir. Oui, ben, quand je t'écoute, puisque je ne connais pas trop cette problématique, même si ado j'ai été un petit peu anorexique, je me souviens, là tout d'un coup ça me revient, mais je me dis que seul ça doit être très compliqué de gérer ça déjà, d'avoir cette conscience de où ça vient, pourquoi c'est là, etc. Est-ce que tu penses qu'on peut gérer ce genre de problème seul? Alors tu vas me dire, toi tu as fait tout un travail sur toi, mais tu peux me donner ton éclairage par rapport à ça? Bien sûr. Alors oui, on peut le faire seul, mais comme on dira, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Là pour moi, c'est pas du tout ça. Moi, j'estime que j'ai perdu des années de ma vie à cause de ça, justement, de ne pas m'être faite accompagner dès le départ.
Si tu veux, quand j'ai vraiment pris conscience de mon problème, parce qu'il y a déjà cette première phase où il faut prendre conscience de la problématique, parce que très souvent, on a tellement honte de ces problèmes qu'on va avoir tendance à vraiment le cacher à son entourage et donc vraiment le vivre seul. C'est vraiment la chose sur laquelle il faut réussir à se libérer. Il faut en parler à son entourage. C'est une maladie à part entière et c'est un mal-être surtout qui en découle. Donc il est très important d'en parler à son entourage, d'en prendre conscience et de se faire accompagner. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi j'ai vécu ça, j'ai voulu le faire par moi-même. Alors on peut y arriver bien sûr, hein, mais ça nécessite déjà d'être sacrément accroché pour travailler seul, mais surtout c'est super long parce que le temps de comprendre et d'acquérir toutes les clés sur le développement personnel, sur ce travail qu'il faut faire, ça prend des années. Moi, ça m'a pris des années et à un moment donné, j'ai fini par lâcher prise et me faire accompagner tout simplement. Ah, Et voilà. là, ça a été démesuré, les effets que j'ai ressentis. Je me suis dit, waouh, si j'avais fait ça directement, j'aurais peut-être gagné 5, 6 ans de ma vie. Donc oui, il faut absolument se faire accompagner. Après, attention au type d'accompagnement qu'on peut faire. J'ai des amis qui sont psychothérapeutes et je leur dois tout mon respect par rapport à ça. Mais pour les troubles du comportement alimentaire, il faut quand même éviter la psychothérapie. Pourquoi? Parce qu'on va toujours nous replonger dans pourquoi ce problème est arrivé plutôt que d'aller résoudre la problématique. C'est là où il y a la différence qui se crée vraiment avec un coach. Moi, j'ai été suivie par un coach qui vraiment n'a pas cherché la cause du problème et ça m'a épatée parce que j'avais vu des psychologues auparavant qui justement cherchaient tout le temps la cause du problème. Donc, ça te remet toujours dans une émotion négative Ouais. et donc, en fait, tu revis la situation tout le temps, ce qui fait que tu n'avances pas et que tu n'es pas tiré vers le haut. Alors qu'un coach, lui, il s'en fout de pourquoi tu as eu cette problématique, il ne cherche pas la cause. Par Oui. contre, il va résoudre le problème. Il a des outils spécifiques et concrets qui permettent vraiment de, comment te dire, tout simplement, les ancrages que tu vas avoir, on travaille dessus. Moi-même, je travaille dessus en tant que coach en développement personnel. Je vais travailler sur les ancrages qui sont là, tout simplement avec certaines techniques, notamment de la programmation neurolinguistique, où on va venir désancrer ces systèmes de croyances et en quelques séances, c'est terminé. Oui, justement, ça c'était ma question suivante, sans aller trop dans le détail. Quelle est ta boîte à outils? Qu'est-ce que tu proposes? Donc, tu parles ici de PNL. Est-ce que tu as d'autres outils que tu proposes selon le cas? Bien sûr, c'est adapté à chacun. Donc après, j'ai une boîte à outils, bien sûr. Après, moi, je travaille beaucoup sur les croyances limitantes, parce que c'est très souvent, pardon, ce qui bloque les personnes. Étant enfant, on a entendu certaines paroles où on nous a inculqué certaines croyances, et on se rend compte en tant qu'adulte que les personnes, très souvent, sont encore bloquées par leurs croyances. Et quand on arrive vraiment à fragiliser et casser ces croyances limitantes, on fait un travail, si tu veux, où on va nommer toutes les croyances limitantes en faisant bien sûr un travail en one-to-one, comme là on est toi et moi. Je travaille avec mes coachés là-dessus. Et ensuite, on va réécrire tout simplement en face de chaque croyance limitante une croyance aidante, comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'on la transforme. Après, il y a une technique d'ancrage qui est là pour ancrer ces croyances aidantes. Et après, ça se fait tout seul. Oui, moi j'ai une autre question par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse, mais est-ce que tu peux me dire en moyenne combien de temps il faut, bon je me dis que c'est du cas par cas, mais en moyenne, combien de temps il faut pour régler ce genre de problème? Alors effectivement, ça dépend de chaque personne. J'ai des personnes, en une séance, c'est fait. Waouh. Et j'ai d'autres personnes, c'est par la répétition que ça va s'ancrer et que du coup, ça va se faire. Donc moi, en général, je fais une séance de coaching entre toutes les semaines et tous les 15 jours en fonction du besoin, mais pour que la personne elle ait le temps, avec certaines méthodes que je lui transmets aussi, certaines habitudes qu'elle doit mettre en place, justement se répéter ses croyances aidantes tous les matins dans le miroir. 5 croyances aidantes, elle se les répète dans le miroir, elle fait ce travail. Et en général, au bout de 15 jours, 3 semaines maximum, c'est ancré. Même si on sait que le cerveau, une nouvelle habitude, il va l'ancrer, ça dépend de chacun. On dit entre 21 jours et 60 jours. C'est propre à chacun. Moi, je sais qu'en moyenne, j'estime que pour ancrer une nouvelle croyance, il faut 30 jours. Voilà. Oui, Mais des fois, d'accord. comme je te disais, avec la programmation neurolinguistique, il y a des ancrages, des fois, qui peuvent se défaire tout seuls en une séance. Et
ça se fait comme ça, mais ça dépend vraiment de l'énergie de la personne. Ça dépend, c'est propre à chacun. On est tous uniques. Et donc, je peux te dire que j'ai des personnes avec qui ça a marché tout de suite et d'autres où il a fallu 3 semaines, d'autres 15 jours, un mois. Ok, C'est pour ça que j'accompagne quand même sur une durée assez longue pour pouvoir oui. travailler en permanence cela. Quand le développement personnel, il est là et qu'il faut le travailler, j'accompagne sur 6 mois. Parce que Ah oui. vraiment, l'idée, c'est de pouvoir tout reprendre dans son intégralité et voilà, pour moi, j'estime qu'il faut un certain temps quand même. Ben, c'est bien intéressant et ce que j'aime en fait dans ta démarche, et c'est souvent ça qui est très chouette et très efficace, c'est que tu as une vraie expérience concrète par rapport à ça. Tu ne pars pas je vais dire, d'une formation que tu as suivie pour l'appliquer, c'est que tu as vraiment vécu ce problème et tu as pu le surmonter. Donc en fait, tu as franchi toutes les étapes et ben, c'est beaucoup plus efficace d'aider les gens quand on a déjà vécu le problème. Tu ne Exactement. trouves Et puis pas? surtout, ça instaure une certaine confiance aussi, Oui, parce que je vois beaucoup de personnes qui ont honte au départ de venir vers moi et qui n'osent pas parler de leurs problématiques. Et quand ils se rendent compte que j'ai vécu la même chose, en fait, ils se disent, waouh, je peux me confier et j'ai oui, pas honte parce qu'elle a vécu ça, elle sait ce que je vis, elle connaît mes émotions. Et donc, c'est beaucoup plus facile de se confier à une personne qui a vécu la même chose que toi que lorsque c'est une personne qui se montre que sous sa face de réussite, qui te ouais, dit je suis coach, mais je n'ai pas vécu ça, donc je vais c'est t'aider. ça. C'est pas la même chose, je trouve vraiment. Donc, je me Non. sens vraiment heureuse de pouvoir partager mon expérience avec eux Oui, aussi oui, et leur expliquer que si moi j'ai pu réussir et je me suis sortie de ça, eux aussi ils peuvent y arriver tout simplement. oui. Moi, je trouve que ça donne de l'espoir. Et on est vraiment dans Exactement. le concret, dans la matière, etc. Ben, c'est génial. Moi, je t'ai posé toutes mes questions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Eh bien, écoute, comme je disais tout à l'heure concernant l'émotionnel, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que peu importe les émotions qu'on ressent, c'est vraiment important de les accepter, de les apprivoiser vraiment pour pouvoir ensuite travailler dessus. Mais il faut comprendre qu'il y a ce travail de développement personnel, quoi qu'il advienne, qui doit être fait. C'est très important pour pouvoir transformer ses émotions. C'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul. Et je trouve ça vraiment très important, c'est le conseil que je veux donner, de se faire accompagner sur ce domaine. Parce que des fois, on se dit, bah, je vais y arriver tout seul, je vais regarder 2, 3 tutos sur Internet. C'est compliqué, très honnêtement. Donc, si je peux vraiment donner ce conseil-là aux personnes qui regardent le live ou qui regarderont le replay, c'est vraiment de se dire, c'est OK en fait de se faire accompagner. C'est pas un problème en soi d'avoir des émotions qui sont là et qui nous rongent de l'intérieur. Au contraire, il faut vraiment s'en libérer et oser en parler. Ben, écoute, c'est génial. Et je sais que dans ce groupe, il y a des personnes qui vont être intéressées parce que, comme tu le sais, je propose des produits de gestion de poids et franchement, ils sont super efficaces. Mais voilà, il y a quand même un travail parfois sur le long terme à faire en profondeur. Enfin, à faire quand on a envie de le faire. En tout cas, j'avais vraiment envie de te présenter au groupe parce que ben voilà, tu as une expertise dans le domaine et pour les personnes qui veulent être accompagnées, je sais que c'est très efficace d'avoir un coach. Alors, dans ce domaine-ci, ben, encore plus efficace. Comme tu dis, finalement, quand on a ces problèmes émotionnels, parfois on est gêné d'en parler, on le garde pour soi. Et le fait Oui. que toi, tu as vécu ça et que tu as une expertise dans ce domaine, ben, voilà, tu es la bonne personne, tout simplement. Bah, En tout merci cas, beaucoup. merci beaucoup d'être venu. Je trouvais personnellement que c'était vraiment intéressant. J'ai appris plein de choses et j'espère en tout cas que tu reviendras pour d'autres sujets parce qu'effectivement, tu as une belle boîte à outils et on peut encore aborder plein d'autres sujets. Oui, bien sûr, mais merci à toi, ma belle Karine, de m'avoir invitée tout simplement pour ce live. C'est un grand plaisir et au plaisir de faire d'autres lives avec toi sur des sujets bien spécifiques. Si ta communauté a des questions ou Oui, des idées de sujets en particulier, qui n'hésitent pas surtout à commenter. Moi, je partagerai aussi sur ma communauté, voir s'il y a des questions qui viennent aussi. Et puis, on pourra refaire un prochain live avec grand plaisir. génial. Ben, en fait, je pense que je vais faire un petit sondage avec différents thèmes et je vais voir par quoi les personnes sont intéressées. Ça peut être sympa. Bien sûr, ouais, le sondage, c'est très bien, ça marche aussi. Oui. Eh ben, un grand merci Angélique, je te souhaite un bon après-midi et bon après-midi à toutes les personnes qui regardent ou qui vont regarder ce live. Mettez hashtag replay, comme ça je vois si vous avez regardé. Et si vous avez des questions, je pense qu'Angélique pourra y répondre par la suite. Bien À sûr. très bientôt. Au À très revoir. bientôt. Au revoir, Karine.